Un peu de silence. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les étudiants d'être présents aujourd'hui. L'amphi est pratiquement plein, donc ça fait plaisir de voir autant d'étudiants pour un sujet tel que le racisme et l'antisémitisme. Donc, deuxièmement, je voudrais remercier Dominique Sopo, président de SOS Racisme, d'être là parmi nous. Merci beaucoup. Vous faites. C'est un honneur pour le Régime Management School d'avoir un invité comme vous. Merci beaucoup. Troisièmement, je voudrais remercier Stéphane Ancel, que vous connaissez tous, professeur à l'Régime Management School. Il a tout de suite accepté de participer à cette conférence. De par son doctorat en religion, il est directement concerné par ce sujet. Il connaît bien ce sujet, il l'a plusieurs fois traité. Il le maîtrise bien. Donc je vais annoncer le plan de la conférence. Donc le titre déjà c'est Vivre ensemble aujourd'hui, quels sont les enjeux identitaires français. Donc en première partie nous verrons les dérives communautaires en France en 2014. Nous expliquerons quelles sont les nouvelles causes de l'islamophobie. Nous parlerons de l'islamisme radical, de la différence entre islamisme radical et islam modéré. Nous parlerons en deuxième partie de l'antisémitisme en France. Nous parlerons par la suite des communautarismes juifs et musulmans. Comment réduire l'importance prise par les communautés en France et leur impact au sein de la population française. Puis nous allons parler de la discrimination positive, qui est vraiment nécessaire aujourd'hui en France, et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Nous parlerons par la suite du cyberracisme, le racisme par Internet, comment le combattre. Puis nous parlerons dans une dernière partie de l'extrême droite en France, un danger. Comment éviter que le Front National se retrouve en 2017 premier parti aux élections présidentielles. Comment éviter que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Et nous verrons comment éviter un peu mettre des barrières au déferlement raciste et antisémite qu'on peut voir sur les médias aujourd'hui en France, qui sont parfois proférés par des journalistes reconnus, et comment mettre un terme à ça. Merci à tous. Merci d'être venus encore une fois si nombreux. Hier, c'était Frédéric Ancel qui organisait un petit show autour du printemps arabe. Et ça s'est, je crois, extrêmement bien passé. On a effectivement l'honneur de recevoir Dominique Sopo qui a non seulement la gentillesse, mais disons l'énergie, l'aplomb pour être sur tous les fronts, et puis pour accepter de venir à chaque fois débattre, répliquer, expliquer les choses. Je ne suis que, comme on dit, une sorte de puissance invitante, donc je n'ai pas particulièrement de compétences sur le sujet. Alors j'ai un doctorat, c'est pas un doctorat en religion, sinon je serais pasteur ou je serais ce que je veux, mais non, c'est un doctorat en histoire des religions, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Cela dit, moi la période dont je m'occupe remonte à 3-4 000 ans à peu près, donc pour le coup ça n'a pas forcément d'incidence ici et maintenant, et tant mieux. Donc on va parler avec Dominique Sopo de ces grands thèmes. À la fin de chaque grand thème, peut-être que vous pourrez déjà poser des questions, parce que tout l'intérêt est là, c'est l'interactivité évidemment, et donc réagir à chaque grand point traité. Dominique Sopo, inutile de le présenter, cela dit, professeur d'économie, parce que mine de rien, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, on ne le dit pas assez, donc à l'ESG ça a quand même un sens, et puis ancien président des SOS Racisme et nouveau président des SOS Racisme, donc là-dessus, c'est comme les stars des années 60 qui faisaient leur comeback régulièrement.
Là-dessus, tu auras peut-être un mot à dire. Premier thème abordé, comprendre les dérives communautaristes en France en 2014, et avec à la fois la montée de l'islamophobie, et je pense que c'est tout à fait une réalité et chiffrée, et donc un état de fait, et en même temps un discours répété sur un mal très profond, et dans le monde islamisme radical, et avec constamment rappeler ces djihadistes français qui vont donc combattre. Est-ce que l'un a une incidence sur l'autre? Comment faire la part des choses sur ce sujet aussi, qui paraît aussi inexplicable et aussi compliqué? Et du coup, je te laisse savamment la parole. Comme tu veux. Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Toujours plaisir de venir à l'ESG. J'y viens assez régulièrement finalement. C'est la première fois que je viens dans ces locaux. Très beau. Qui montre que ça marche bien pour l'ESG. Ça, bon, déjà, tu veux un poste ici, on en discutera après. Hein, j'ai déjà discuté avec Fred sur le sujet. Mais sur la question de islamophobie et le lien avec l'islamisme. Alors d'abord, on répète souvent à SOS Racisme, n'aimons pas trop le terme islamophobie, parce je pense qu'il faudrait plutôt parler de musulmanophobie, qui serait beaucoup plus clair et beaucoup plus pointu sur ce qui est dénoncé, à savoir la question de la haine que l'on peut avoir envers des personnes en raison de leur religion. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que le processus d'islamophobie est un processus, on peut appeler islamophobie, de haine envers les musulmans, est un processus qu'il faut aussi replacer quand même, pour ne pas non plus être dupe de ce qu'il recouvre, dans un bon vieil racisme anti-arabe. Parce que lorsque l'on parle des musulmans, à qui pense-t-on? On pense bien aux Arabes, on ne pense pas aux Maliens ou aux Sénégalais. Et donc il y a là une forme finalement, comme disait Léon Poliakov, après la guerre, finalement le racisme génétique fondé sur la génétique a été décrédibilisé par le nazisme, et donc il y a aussi une volonté finalement de se référer à des groupes, non pas en raison de leurs origines génétiques réelles ou supposées, mais à leur culture, en disant nous n'avons rien contre ces gens, c'est leur culture qui pose un problème. Et c'est ainsi que le racisme génétique finalement cède la place devant un racisme qui prend des arguments culturels pour pouvoir se déployer. Et c'est d'autant plus perverse que, évidemment, dans le cadre français, la question de la définition des personnes à travers leur religion, et notamment en mettant en avant des processus de radicalisation, permet, et on le voit aujourd'hui à l'extrême droite, de masquer un racisme réel derrière la thématique de la laïcité. Quand j'entends encore Marine Le Pen parler dans son discours de clôture à Lyon qu'elle est la défendresse de la laïcité, enfin franchement, il y a de quoi faire une crise de nerfs en regardant l'extrême droite venir aujourd'hui se présenter comme finalement les défenseurs d'éléments fondateurs de la République, République qu'il n'y a pas encore si longtemps il qualifiait de république ou de gueuse, selon les périodes et selon les affinités idéologiques de la galaxie de l'extrême droite. Donc, il faut bien voir que derrière ces processus, il y a encore une fois un bon vieux racisme anti-arabe, sur lequel d'ailleurs on pourrait revenir sur ces dynamiques et pourquoi il est agissant aujourd'hui, mais j'y reviendrai peut-être plutôt sur la fin, sur la question de l'extrême droite. Le lien avec l'islamisme, est-ce que l'islamisme renforce l'islamophobie? En tout cas, il lui donne manifestement un soubassement acceptable en disant mais finalement nous sommes contre les musulmans, non pas parce que en soi nous aurions une dent particulière contre eux, mais parce que quand on voit ce qu'ils font ces gens-là, eh bien nous ne pouvons qu'être en opposition, ne serait-ce que pour nous protéger du fait que de toute façon demain matin ces gens sont capables de nous faire un sourire berbère dans la rue, c'est-à-dire se faire égorger berbère. Bien. Donc, on est évidemment dans un l'islamisme ici vient justifier l'islamophobie ou la haine anti-musulman,
et vient en même temps le nourrir chez des gens qui peut-être d'ailleurs peuvent très bien être apeurés par la vision de l'islamisme et être, ce qui est grave là ce coup-ci, dans des processus d'amalgame. Parce que je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que les dynamiques de racisme sont bien des processus d'amalgame dans lesquels, une fois que l'on a défini un trait qui peut apparaître au sein d'une population, eh bien, tous les éléments de cette population eh bien, vont être qualifiés comme étant porteurs de ce trait. Et c'est exactement de cela dont il s'agit sur la question de l'islamisme, la façon dont finalement chaque musulman, chaque arabo-musulman d'ailleurs plus précisément, est potentiellement un terroriste en puissance, soit déjà avéré, soit qui de toute façon le deviendra in fine, et donc puisqu'il va le devenir, eh bien autant le stopper tout de suite, d'ailleurs à l'expulser du territoire, puisque peut-être que vous avez vu récemment l'extrême droite qui a lancé des assises de la remigration, hein, qui consiste à dire finalement les personnes d'origine migrée, et les musulmans ont une bonne place dedans dans leur vision, eh bien doivent être relocalisés dans leur pays où ils sont nés, ou dans le pays d'origine de leurs parents au demeurant, ou même de leurs grands-parents, ou de leurs arrière-grands-parents. Donc on est là sur des dynamiques qui évidemment sont des dynamiques qui ont un rapport entre les deux, mais qui, je vais quand même revenir maintenant sur la question du racisme anti-arabe qu'il y a derrière, qui renvoie aussi au fait que nous sommes dans un pays qui n'a pas purgé toute une série d'éléments historiques qui sont au soubassement de cette vision raciste. Je pense notamment, on l'a vu cet été, autour de la question des drapeaux algériens, lorsque l'équipe des Fennecs gagnait un match contre les équipes monumentales de la Corée du Sud et autres, cela provoquait une joie un peu bruyante, il est vrai parfois, mais quand même l'hystérie qu'on a vue sur ces drapeaux algériens qui déferlaient dans les rues, etc. Cette hystérie-là est quand même une hystérie qui renvoie, pour moi, à la question de la guerre d'Algérie et au fait qu'on est face à une blessure narcissique qui n'a jamais été fermée en France, parce que représente la guerre d'Algérie finalement? Elle représente la fin de la plus grande France. Elle représente la fin de l'empire colonial et finalement une France qui est ramenée à ses frontières quasiment continentales. Et je pense que tant qu'on n'aura pas purgé ces éléments de blessures historiques, eh bien on sera dans un pays dans lequel il y aura un substrat qui sera prêt à être régulièrement réactivé pour faire en sorte eh bien, de se lancer comme ça dans des logiques de haine envers telle ou telle partie de la population. Et d'ailleurs, cette hystérie masque aussi la réalité des groupes en question. Par exemple, on voit que dans les populations arabo-musulmanes, qui sont très clairement visées par ces processus, il y a un processus de laïcisation extrêmement fort, avec effectivement des processus de radicalisation que l'on peut voir à la marge, mais on est sur des personnes qui se déclarent de plus en plus laïques, qui pratiquent de moins en moins la religion, et c'est assez symptomatique d'enfermer toute une population, tout un groupe humain dans des logiques de radicalité religieuse, alors même que pour la masse des gens, c'est exactement le processus inverse qui est en train de se dérouler. Alors, sur la question de l'islamisme radical, parce que c'était une des questions qui était posée, l'islamisme radical est une idéologie, évidemment, qu'il faut combattre, parce que c'est une idéologie, on va dire, totalitaire, à partir du moment où, de toute façon, une idéologie est fondée sur le principe de la pureté, de fait, ça amène à la purification. Et la purification, en général, ça se termine de façon radicale, et on le voit dans le djihadisme, par la mort, c'est-à-dire par le meurtre des gens qui sont considérés comme étant impurs. Et par ailleurs, c'est une logique sans fin, parce qu'une fois qu'on a commencé à tuer, à éliminer les premiers groupes que l'on a identifiés, il faut en trouver d'autres, parce que la purification, finalement, n'est jamais aboutie, et c'est une sorte de machine folle qui s'emballe. On le voit d'ailleurs au Proche-Orient aujourd'hui avec l'État islamique. C'est les chrétiens, les juifs, les druzes, etc. Mais après, c'est tel musulman qui n'est pas assez ceci, qui n'est pas assez cela, mais qui en tout cas finit avec son corps en deux parties. Et c'est une logique sans fin. Hein. D'ailleurs, on voit même dans l'État islamique aujourd'hui
le fait que même en leur sein, il y a des purges qui sont réalisées, parce que finalement, on est sur cette logique sanguinaire et auto-entretenue, si on peut dire. Donc, la question était aussi sur l'antisémitisme, au-delà de la question de l'islamophobie. Sur l'antisémitisme, d'abord, la France a une tradition antisémite assez ancienne, que l'on rencontre quand même aussi dans la bonne bourgeoisie française, il ne faut quand même pas oublier. Vous savez, quand les personnes, vous leur mettez 2 verres de vin dans le nez, bon, et que vous les faites parler des juifs, c'est pas toujours très ragoûtant ce qu'ils vont en dire. Et là, on voit bien dans des bourgeoisies catholiques un peu traditionnelles, une fois une ancienne ministre de la Justice, que je ne citerai pas, me disait que, étant élue dans un arrondissement bourgeois d'une grande ville de France, elle me disait que c'était quand même assez spectaculaire la façon dont parfois des gens venaient lui dire « Ah mais vous, madame, vous êtes d'origine maghrébine, ça va ?» Peut-être que vous l'avez reconnu. Vous êtes d'origine maghrébine, ça va, mais par contre les juifs, et là on est face à de la bonne bourgeoisie d'un arrondissement très coté d'une grande ville de France. Il y a comme ça une sorte de connivence en disant nous, entre les bons cathos et les arabes, etc., au moins on est d'accord, les juifs quand même, il y a un problème. Et c'est quelque chose qui reste encore présent dans notre pays. Ensuite, sur la question de l'antisémitisme, il y a aussi, c'est vrai, une question qui se pose dans les populations d'origine immigrée et qui, je pense, renvoie ici à des phénomènes assez classiques de bouc émissaire, de jalousie sociale, dans lesquels finalement le système, et on le voit chez Dieudonné de façon extrêmement forte, Dieudonné dit défendre le système. Oui, mais le système, c'est les juifs, qui est une figure assez classique d'ailleurs. Et donc, à la fin, quand on a l'impression que l'on n'est plus en situation de sortir de la mouise dans laquelle on est, et on a toute une série de populations qui sont effectivement extrêmement minorisées dans la société, si les gens n'identifient pas les combats qu'ils peuvent mener, ils vont se rabattre sur des groupes dont ils savent qu'ils n'ont pas de capacité de représailles, tout en disant évidemment, parce qu'on ne peut pas passer pour des salauds quand on va taper des gens qui n'ont pas de capacité de représailles, donc il faut dire qu'ils sont très puissants, parce qu'au moins quand on va les taper, ça permet finalement de dire qu'on est quand même courageux d'y aller, même si on sait profondément que si c'est eux qui sont attaqués, c'est parce que finalement, in fine, il n'y aura pas de conséquences dommageables pour ceux qui lancent les attaques. Mais souvent, on parle de la question de l'antisémitisme dans les populations arabo-musulmanes, qui, je pense, est un sujet qui est réel et qui est fondé, là aussi, sur des passions. Et je viendrai ensuite sur aussi la vision qu'il peut y avoir des Arabes dans une partie de la communauté juive. Il y a quand même là des passions qui ne sont pas travaillées, qui moi, sont vraiment des choses qui me stupéfient assez, parce que tant qu'on ne règle pas la question des passions qui sont au soubassement des comportements, on peut sortir tous les discours rationnels que l'on veut, la passion elle est plus forte. Et la passion finit toujours, même si la personne circonstanciellement pendant quelques secondes a été sensible à un discours rationnel, de toute façon elle reviendra sur la passion sur laquelle elle est fondée. Et sur notamment ce que vous parliez des questions de communautarisme juif et musulman et des tensions qu'il peut y avoir entre les deux groupes, je pense qu'il y a dans les populations arabo-musulmanes quelque chose qui est de l'ordre du statut du dhimmi, qui est quelque chose qui n'est pas travaillé. Le dhimmi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gens du livre qui sont des protégés en terre d'islam, qui fait d'ailleurs que dans le monde musulman, les minorités religieuses issues du livre étaient plutôt mieux traitées, a priori, que dans le Moyen-Âge européen. Mais à part que le statut du dhimmi n'est pas un statut d'égalité, parce qu'il y a un protecteur et un protégé. Et moi, une de mes théories, c'est que le fait est que on passe d'un statut protecteur-protégé à un statut dans lequel, ici, en France, des gens qui étaient dans cette relation, qui n'est pas une relation d'égalité, voient cette relation profondément réaménagée. Et aujourd'hui, on voit bien cette forme de jalousie qui peut parfois être au soubassement d'une forme de passion, en disant, mais finalement,
comment dire, nos anciens protégés sont aujourd'hui au-dessus de nous. Et ça, je pense que c'est de l'ordre de l'insupportable, même si ça n'est pas forcément quelque chose de dissible, quelque chose d'exprimé, quelque chose même de réfléchi au demeurant. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Et je pense que dans une partie de la communauté juive, il y a aussi une vision de l'arabe, qui est une vision, là aussi, fondée sur une passion, qui est, ils nous ont mis à la mer une fois, ils ne vont pas nous remettre une deuxième fois. Et là, là non plus, c'est des choses qui ne sont pas travaillées. Je suis, encore une fois, et là, il y a quand même des défaillances institutionnelles assez lourdes, parce que tant qu'on ne travaille pas ces éléments, après, c'est des hypothèses que je formule, hein, je ne suis pas... bon voilà, puisque c'est des choses qui sont plutôt dans le non-dit. Tant qu'on ne travaille pas ces éléments passionnels, c'est extrêmement compliqué de purger des tensions entre des groupes humains. Donc voilà. Alors, SOS Racisme sur la question, excusez-moi, c'est un peu décousu parce que comme il y a plein de questions qui sont posées en même temps dans chacune des parties, j'essaye de ramasser les choses. SOS Racisme, évidemment, a toujours été extrêmement ferme sur l'antisémitisme, sur le combat contre l'antisémitisme. D'abord parce que lorsqu'on est antiraciste, on est forcément contre l'antisémitisme, sinon c'est je suis antiraciste mais j'aime pas les juifs, bon déjà ça commence mal, quand même. C'est quand même un petit souci, donc c'est bien d'être au clair sur ce sujet. Et deuxièmement, il y a quelque chose, évidemment, au-delà de la morale qui fait qu'on ne frappe pas les gens en raison, enfin d'ailleurs on ne frappe pas tout court en général, mais en raison de leurs origines réelles ou supposées, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur nationalité, etc. L'antisémitisme a aussi ceci de terrible, et on le voit dans le combat antiraciste, que c'est un dérivatif absolument spectaculaire des énergies. Parce que tant que l'on pense que son problème c'est les juifs dans la vie, bah, une fois qu'on a frappé les juifs, en fait les problèmes sont toujours là. Parce que le problème n'est pas là de toute façon. Donc une fois qu'on aura frappé les juifs, bah, il y aura toujours des contrôles aux faciès, il y aura toujours des discriminations, il y aura toujours de la relégation urbaine. À part que pendant qu'on se sera concentré sur l'agressivité par rapport à une partie de la population, bah, évidemment les combats réels d'émancipation n'auront pas été menés. Et ça c'est quand même terrible, cette force finalement de dérivation que peuvent représenter les logiques de haine et qui sont d'ailleurs des réalités typiques de tous les processus de bouc émissaire. Pendant qu'on s'occupe du bouc émissaire, évidemment on ne s'occupe pas de la source réelle de ce que l'on peut considérer comme étant négatif pour sa vie dans la société. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près un premier tour du scrutin. Et sur la question du communautarisme, c'est-à-dire du repli, on en parle aussi... Oui, alors, sur la question du communautarisme, je pense que de toute façon, de façon générale, dans la société française, on est quand même aujourd'hui face à des logiques de fragmentation. Et que ça ne correspond pas simplement à la question des juifs et des musulmans. Il y a ici peut-être des dynamiques particulières que j'ai évoquées, mais quand même, globalement, on est dans une société dans laquelle il manque aujourd'hui un imaginaire de fraternité. On dit souvent qu'il faut plus d'égalité pour créer la fraternité, parce que pour reconnaître l'autre comme son frère, finalement, il ne faut pas être trop dissemblable, et que donc les logiques d'égalité vont venir nourrir la logique de fraternité. Mais on pourrait aussi dire l'inverse. S'il n'y a pas d'imaginaire de fraternité, pourquoi se battrait-on sur des logiques d'égalité, et pourquoi irait-on côtoyer des personnes qu'on ne considérerait pas comme étant ses frères et ses sœurs, sans vouloir faire religieux? Il n'y a aucune raison, parce qu'en soi, un voisin, bah, il nous emmerde, à part pour aller prendre du sel chez lui, parce qu'on a oublié avant de faire sa viande d'acheter du sel, bon, mais sinon il nous emmerde le voisin. La question ici, c'est la question du commun. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre ensemble? Et là, il y a quand même une défaillance assez spectaculaire, notamment des responsables politiques dans notre pays, qui soit ont profondément attaqué la question du commun, et je pense notamment à Sarkozy, soit n'en disent rien. Et là, je pense à François Hollande. Il n'y a rien. Voilà, on ne sait pas. Il faut rétablir les comptes publics. Oui, bon, d'accord. Bon, mais un rêve de comptable n'est pas forcément ce qui permet de vivre ensemble. Bon, il y en a qui peuvent rêver de comptabilité. Peut-être ici, dans cette école, certains s'y destinent ou y sont déjà. Mais bon, pour entraîner un peuple,
pour faire en sorte qu'il y ait de l'osmose, qu'il y ait l'envie de, comment dire, d'affronter des défis. Peut-être faut-il trouver des défis d'une autre nature que ces défis-là. Et je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui cette fragmentation de la société française que l'on voit à l'œuvre, et dans lequel vient s'inscrire la question aussi des fragmentations, des replis que l'on peut voir au sein des populations juives ou arabo-musulmanes. Très bien. Alors, on va finir ce tour d'horizon, et je remarque que jusque dans la canette choisie, oui. Ah, on ne fait pas les choses à moitié. Hein. J'ai dû en acheter 5 avant de tomber sur la panne. Moi je tombais sur Sœur alors. Si vous avez sur ces points-là justement des questions, avant d'aborder la question de la discrimination positive, vous pouvez du coup poser vos questions maintenant. Ça peut être très intéressant, voilà, d'être dans l'interactivité dès maintenant. Moi j'ai juste une question sur est-ce que vous pensez que la montée du Front National, elle est synonyme de la montée du racisme en France? Poser la question, c'est y répondre. Alors, il y a une partie extrême droite à la fin. Donc, l'extrême droite enfin non, c'est pas l'extrême droite, c'est le Front National. Oui, c'est l'extrême droite. Un petit rapport entre les deux quand même. Alors, c'est une partie de l'extrême droite, peut-être, mais qui est une partie substantielle, puisque le Front National a réussi là où d'autres mouvements n'avaient pas réussi, à savoir fédérer l'essentiel des mouvements d'extrême droite dans notre pays. Donc évidemment que la montée du Front National est caractéristique d'un renforcement du racisme dans le pays. Et d'ailleurs, ils disent « Ah oui, mais les gens, ils votent pas pour ça, ils votent pour des raisons économiques, etc. » Il y a une constante dans le vote Front National, et c'est, comment dire, toutes les études le montrent de façon imparable. La première préoccupation des gens qui votent Front National sont des préoccupations centrées sur la question des immigrés. Et d'ailleurs, il y a un autre sondage récent qui montre que l'électorat d'extrême droite est l'électorat le plus sensible aux thèses antisémites. Donc oui, il y a un petit rapport quand même entre la montée la montée du Front National, élément central de l'extrême droite aujourd'hui sur le plan électoral, et la montée des haines dans notre société, de façon évidente. Au fil que vous parliez du Front National, vous êtes à l'essence racisme un peu très proche en tout cas du Parti Socialiste. Vous avez vous-même milité au EJS. J'aimerais savoir si vous assumez la part de responsabilité qu'a le Parti Socialiste dans la montée du Front National, et c'est pas nouveau, c'est depuis Mitterrand. Le Parti Socialiste joue le jeu du Front National parce que électoralement ça abaisse le MB. Les gens qui possiblement pourraient voter le MB votent finalement le Front National, donc ça arrange le Parti Socialiste. Est-ce que vous assumez ce jeu du Parti Socialiste de faire monter le Front National? C'est fait monter le Front National. Si le Parti Socialiste avait autant de talent pour faire monter le Front National, il devrait aussi avoir du talent pour se faire monter lui-même. Non, je vais quand même juste remarquer qu'au passage, pour un parti politique, la première des priorités, c'est de se monter lui, pas de faire monter les autres. Ce qui manifestement ne marche pas forcément de façon spectaculaire. Le deuxième élément sur la question de Mitterrand et le Front National, qui est une question très intéressante parce que c'est devenu une sorte de marronnier que Mitterrand a fait monter le Front National. Et ce qui a été dit pour justifier cela, parce que les gens qui sont, en plus, ça ne savent même pas pourquoi ils le disent, il faut le dire parce que c'est bien de le dire, et qu'il y a un jeu, on ne sait pas très bien comment se déroule le jeu, et notamment ce qui avait été dit à l'époque, c'est que Mitterrand ressortait régulièrement la question du droit de vote des étrangers en sachant que ça allait radicaliser une partie de l'électorat de droite et que ce ferait le jeu du Front National. Mais je ferai remarquer que Mitterrand, en 88, pour l'élection présidentielle, abandonne la question du droit de vote des étrangers en constatant que c'est un élément qui ne passe pas encore dans la société française. Donc, plutôt que de voir des formes de complot prêtées au Parti Socialiste, auquel, encore une fois, vous prêtez beaucoup de talent, au demeurant, il faut plutôt voir la responsabilité des partis politiques
non pas sous un mode de complot, mais sous un mode de défaillance de leurs responsabilités en tant que dirigeants du pays. On voit bien ici qu'il y a depuis plusieurs années une incapacité des responsables politiques à dire ce que sont, ce qu'est le monde, comment il évolue, avec une tendance à rejeter notamment sur l'Europe ce qui vient favoriser des dynamiques nationalistes, tous les maux de la France, quand bien même ce sont des décisions qui ont été prises de concert, évidemment, par l'ensemble des chefs d'État. La façon dont il y a une incapacité aujourd'hui de créer du commun dans le pays. Donc c'est plutôt ça la responsabilité aujourd'hui des partis politiques dans la montée du Front National, qui, encore une fois, à partir du moment où on n'apporte pas des réponses aux gens, on peut favoriser, et on favorise de toute façon des logiques de bouc émissaire. Et le deuxième élément, tout simplement parce que les partis, et on le voit aujourd'hui avec la gauche au pouvoir, par leur incapacité à être en dynamique, démobilisent leur propre électorat, ce qui fait mécaniquement, en termes de pourcentage, monter le Front National jusqu'à ce que ce parti puisse aujourd'hui apparaître comme étant un parti en lice pour le second tour de l'élection présidentielle. J'ai une question sur vous avez parlé d'une des réponses à l'antisémitisme arabe en parlant des dhimmis et le fantasme qui a été fait dessus. Mais est-ce qu'on peut parler là maintenant, encore à notre époque moderne, de parler de ce fantasme des dhimmis qui n'est plus du tout d'actualité? Comment dire, vous savez, dans l'histoire se propagent des choses anciennes qui, lorsqu'elles ne sont pas purgées, peuvent continuer à être agissantes. Donc c'est quelque chose. Ici, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la guerre d'Algérie. C'est quelque chose qui, je pense, reste agissant dans notre pays. Pourtant, c'est fini à 50 ans, la guerre d'Algérie. On l'apprend en classe, la guerre d'Algérie. Ce que je veux dire, c'est que les dhimmis, les Français d'origine arabe ou autre, n'étudient pas spécialement. C'est pas une question d'étude. C'est pas une question d'étude. C'est une question de la perception que l'on peut avoir de telle population et de la capacité que l'on a à transmettre, y compris de façon parfois inconsciente, en l'occurrence, cette vision de tel ou tel type de groupe. Donc c'est pas une question d'étude il y avait les dhimmis, tout ça, etc. Comme ça n'est pas une question sur la guerre d'Algérie, ah oui, mais j'ai fait la guerre, et là-bas, le FLN, tu aurais vu comment ils se comportaient. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des processus qui créent des visions de l'autre, et que ces visions de l'autre peuvent très bien se transmettre, génération après génération, peut-être de façon de plus en plus assourdie, de plus en plus sourde, mais ça peut comment dire, surmonter les générations. Mais encore une fois, c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle est juste au demeurant, mais il est quand même bien de réfléchir à ce qui fait qu'il y a des éléments de passion qui rendent inaccessible parfois à la raison, des personnes que l'on peut avoir en face de soi. Parce que sinon, on est dans une forme d'essentialisation de l'autre en disant de toute façon, lui, il est comme ça, il n'aime pas tel groupe, c'est comme ça. Bah, si on dit c'est comme ça, en fait, on ne travaille plus rien. Et qu'à un moment donné, lorsque l'on constate des dynamiques de tension, de haine, de confrontation, il faut bien essayer de comprendre d'où elles sont issues pour pouvoir y travailler. Oui, bien sûr, et ce que je veux dire, c'est que notamment le statut de dhimmi, je crois qu'ils devaient payer un impôt. Mais ils ne sont plus du tout dans ce statut-là, même s'ils sont en dessous, comme vous l'avez expliqué, de la société française. Étant donné qu'ils ne payent pas un impôt, ils ne sont pas vraiment... Oui. C'est pas un renversement de l'histoire. Si, alors je reprends. Le statut du dhimmi est un statut dans lequel c'est le musulman qui est au-dessus du juif. Le musulman est le protecteur du juif. Ce qui d'ailleurs, encore une fois, il y avait aussi les chrétiens, mais dans la réalité, parce que, comment dire, souvent on dit c'est une question religieuse. C'est pas tellement une question religieuse, c'est une question quasiment socio-historique ici. En l'occurrence, c'est l'expérience que l'on a de la vie avec l'autre. L'expérience est une expérience de relation de protecteur à protéger. Cette expérience de relation de protecteur à protéger est une relation, on va dire, plutôt en faveur du musulman, parce qu'il se grandit d'être le protecteur d'autres communautés. Ici, en France, cette relation, justement, n'existe plus. Il n'y a plus de relation, et même la perception qui a pu en être faite
qui a pu en être retiré, c'est que finalement, les Juifs réussissent mieux que nous ici, et donc là, il y a une sorte d'inversion de la relation. C'est ça que je dis. Mais qui n'est pas forcément quelque chose qui se transmet de façon, comment dire, explicite, qui ne se transmet pas d'ailleurs de façon explicite. Mais là, je pense qu'il y a, c'est une hypothèse, un nœud qu'il faut travailler. Et que je me bourre complètement. C'est possible. Dernière question sur ce sujet. Moi, je voulais vous demander pourquoi on fait une différenciation entre le racisme et l'antisémitisme, et pourquoi et est-ce que vous pensez justement que ça peut être un frein à l'acceptation des autres? Alors, la distinction qui est faite entre racisme et antisémitisme, on va dire le racisme de façon générale, hein, de toute façon, puisque ici l'antisémitisme rentre dans la question du racisme. Ceci étant, la question quand on parle du racisme, en général, on pense à racisme anti-noir et anti-arabe, et là on est sur des dynamiques différentes entre la haine contre les juifs et la haine contre les noirs et les arabes. La haine contre les noirs et les arabes, elle est fondée sur les différences visibles. La haine du juif, elle est fondée précisément sur le fait que le juif, on ne le reconnaît pas, et que potentiellement, tout le monde est juif. Pour ça qu'on dit, on peut dire les juifs sont partout. Après tout, pourquoi pas? On peut dire les juifs sont partout. On peut dire peut-être, comment dire, je suis à quelqu'un une fois qui me disait ça, il me disait, ah ouais, mais en politique ils sont tous juifs. Je dis, bah qui? Raffarin. Je dis, bah, Raffarin, bon, alors il a bien caché quoi. On va pas dire que Raffarin est noir. On va pas dire que Raffarin est arabe. Donc ici on est sur des dynamiques qui sont des dynamiques différentes, une dynamique qui est fondée sur la différence visible, et une dynamique qui est fondée sur justement le fait que, et d'ailleurs c'est de ça que naît l'antisémitisme historiquement. Avant on est sur des logiques d'anti-judaïsme, où le juif se voit vilipendé parce qu'il est d'une autre religion. L'antisémitisme naît quand? Il naît à la fin du 19e siècle, lorsque il y a le processus d'assimilation des juifs dans les sociétés nationales, donc qui quittent le shtetl, qui font les métiers comme tout le monde, qui s'habillent comme tout le monde, qui abandonnent notamment dans l'Europe de l'Est le yiddish pour parler les langues nationales. Et donc on est face à un groupe de personnes sur laquelle il y a une haine qui existe, ou une méfiance, une défiance, une distance, si on prend la Pologne, etc. Et ces gens qui sont réputés comme étant des gens douteux, sont en train de se fondre dans la société au point qu'on ne peut plus les reconnaître. Et c'est de là que naît l'antisémitisme. Le grand passage de l'antijudaïsme à l'antisémitisme, et donc finalement la racialisation du débat, si je puis dire, concernant l'opposition aux juifs, elle date précisément de la période où on ne peut plus reconnaître les juifs dans la société. En tout cas, cette crainte que cette cinquième colonne, finalement, eh bien, pourra frapper à tout moment sans qu'on sache où ils sont. C'est ce qui donne, encore une fois, tout le côté aussi paranoïaque que l'on a sur la question des juifs. Le complot juif, ils sont partout, ils tiennent tout, ils dirigent tout le monde, etc. Ben, après tout, pourquoi pas? Après tout, oui, peut-être que Raffarin est juif, c'est pas écrit sur sa tête qu'il n'est pas juif, Raffarin. Bon, par contre, on peut dire que, effectivement, ses origines sénégalaises ne sautent pas aux yeux, par exemple. Et donc, cette distinction n'est pas une hiérarchie. Hein. Ici, c'est pas la question, n'est pas de savoir si c'est plus grave d'être raciste ou antisémite. Les deux sont graves, même si l'expérience sur le territoire européen la plus grave, sur le territoire physique de l'Europe aujourd'hui, c'est évidemment la question de la Shoah. Et que donc la question de l'antisémitisme, dans le cadre européen, a aussi quand même une résonance assez particulière. Si on parle de l'antisémitisme à un Chinois, bon, ça va moins lui parler, évidemment, sur le plan historique. Il y a ici quand même une résonance particulière, qui a d'ailleurs été quelque chose finalement de spectaculaire, à savoir que l'Europe, et notamment l'Allemagne, au demeurant, qui était vue comme le pays au summum de la culture et de la civilisation, c'est justement ce pays qui est à l'origine de la destruction génocidaire. C'est quelque chose qui est quand même assez perturbant pour nos contrées européennes. Mais encore une fois, ici, c'est des dynamiques qui sont différentes, donc c'est bien de comprendre que les dynamiques sont différentes pour travailler sur les processus, mais encore une fois, ça n'est pas une hiérarchie.
Bon, ultime question. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la France est en partie coupable de la montée du communautarisme? Que la France est en partie coupable de la montée du communautarisme. La France, c'est-à-dire que la France, c'est des institutions, c'est des gens, c'est une population, c'est des partis politiques, c'est des intellectuels. La politique, le communautarisme en France. La politique, la société, donc tout le monde. C'est une question très globalisante, je trouve, parce que, vous savez, c'est comme quand on dit la France est raciste ou la France est antisémite, ça ne veut rien dire. Il y a des racistes en France, il y a des antisémites en France, mais dire la France est ceci ou la France est cela, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si on part de la France à ce point de globalisation, ce qu'il faut dire dans ce cas-là, c'est que la France doit réfléchir à comment il se fait, et là ça concerne tout le monde, comment il se fait que nous sommes sur des dynamiques de repli communautaire ou de fragmentation dans notre pays, parce que pour le coup, ça n'est pas cette dynamique est une dynamique contraire à ce qui fait nation en France, à savoir ici quand même la question de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, de la définition de l'individu comme un citoyen libre et rationnel, libre de toute attache et rationnel. Bon, donc c'est plutôt ça que je dirais. Au-delà de savoir qui est responsable de la montée du communautarisme, il faut se dire chacun à sa place, ce qui en soi n'est pas inintéressant comme question, parce que pour lutter contre un des processus que l'on estimerait étant dangereux, il faut bien identifier d'où ils viennent et qui les portent. Mais en tout cas, une question qui est aussi intéressante, c'est de se demander, chacun à sa place, premièrement, si on a envie de lutter contre ces tendances, parce que c'est pas évident chez tout le monde, au passage de lutter contre des phénomènes de repli, il y a bien des gens aussi qui recherchent ces logiques de repli et qui même peuvent s'y complaire au demeurant. Et deuxièmement, comment on fait si on a envie de le faire? Quelle est notre part de responsabilité individuelle dans l'action que l'on pourrait mener pour lutter contre ces tendances? Alors on passe à un autre point, une autre question qui est particulièrement intéressante, celle de la discrimination positive. Est-ce que ça cadre vraiment avec l'idée d'un vivre ensemble? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que ça produit des fruits intéressants dans nos sociétés, dans notre modèle en fait de société? Alors, ça dépend, enfin d'abord il faut se mettre d'accord sur le thème discrimination positive, parce qu'il y a un terme qui est souvent utilisé comme ça, mais avec des choses extrêmement diverses qui peuvent être mises derrière. Et souvent d'ailleurs le modèle, c'est le modèle des États-Unis, dans lequel on dit finalement les quotas ethniques ont permis de faire émerger une classe bourgeoise chez les Noirs, et donc c'est un modèle qu'il faudrait ici suivre si on veut sortir des logiques d'infériorisation que peuvent connaître durablement des populations qui sont minorisées dans la société. Le premier élément, c'est que la distinction dans le recensement américain entre les blancs, les noirs, etc., d'abord, n'est pas quelque chose qui est ajouté pour lutter contre les discriminations, c'est quelque chose qui existe historiquement aux États-Unis. Et qui existe, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu l'agrandissement des États-Unis, avec les États qui ont commencé vers l'ouest à se créer, il y a eu une lutte entre le nord et le sud des États-Unis sur la question de l'esclavagisme. Pour des raisons économiques derrière, je n'y reviens pas. Et la question était de savoir, pour connaître le rapport de force évidemment entre ceux du nord et ceux du sud, combien de représentants allaient envoyer à la Chambre des représentants les États respectifs. Il y a eu un débat entre les États du Nord qui disaient « vous ne comptez pas les esclaves parce qu'ils ne votent pas », et les États du Sud qui disaient « si, nous on veut les compter ». Donc finalement avait été choisi le fait de compter les esclaves pour 2/3 dans le corps électoral, pour fixer la représentation des États du Sud à la Chambre des représentants. Et évidemment, si une partie de la population vaut 1 et qu'une partie vaut 2/3, il faut bien distinguer et savoir qui vaut 1 et qui vaut 2/3. C'est de là que naît aux États-Unis le recensement des personnes en fonction de savoir si elles sont blanches ou noires. Donc lorsqu'il y a la déségrégation aux États-Unis, dans les années 60, il est choisi de poursuivre ce système pour avoir, en le retournant, et en faire cette fois-ci un instrument de lutte
contre les logiques de ségrégation et de discrimination. Mais ici, encore une fois, on est dans une société qui n'a pas inventé ce comptage pour lutter contre les ségrégations, contre la ségrégation et la discrimination. Ce comptage existait déjà. Le deuxième élément, c'est donc que par rapport à la France, quand les gens disent qu'il faudrait des statistiques ethniques, d'abord elles existent déjà, les statistiques ethniques, puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent, il est légal en France de faire des statistiques ethniques, à certaines conditions. Le seul sujet, c'est de savoir si on ajoute des questions sur l'ethnicité dans le recensement, où là, et fort heureusement de mon point de vue, c'est interdit. Parce que évidemment, si on met des éléments d'ethnicité dans le recensement, ou de religion, etc., ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va obliger dans un pays comme la France, les gens à se mettre dans des cases. Les gens sont libres de définir leur identité. Et les gens d'ailleurs peuvent changer d'identité, de façon de se définir, comment dire, au cours de leur vie. On peut se dire noir, blanc, métis. Moi par exemple, je pourrais très bien me dire métis, noir, blanc. Bon, blanc en général, ça paraît moins évident aux gens. Mais oui, parce que comme c'est 55 ans, pourquoi pas. Noir, ça fait pas bizarre pour les gens. Mais blanc, pourquoi? Parce que c'est comme ça. 50% valent 50%. Bon, voilà. Et que donc finalement, le fait de mettre des gens dans des cases de fait prédéfinies, parce que sinon ça n'a aucun sens sur le plan statistique, dans des cases prédéfinies, ça veut dire finalement restreindre la capacité qu'ont les gens à se définir, à définir leur identité et la façon dont ils se perçoivent. Le deuxième élément, c'est aussi un élément de fragmentation, parce que, par exemple, on dit les Noirs aux États-Unis. Bon, ici, les Noirs, il y a une vraie communauté noire aux États-Unis, avec un élément commun qui est le fait qu'ils sont, pour l'immense majorité d'entre eux, descendants d'esclaves. Bon, et l'élément, je veux dire, unificateur finalement. En France, on va dire les Noirs. Bon, d'abord, c'est quoi être noir? Parce que c'est un sujet, c'est pas évident. Est-ce que les Antillais vont pas dire, mais nous, on n'est pas comme les gens d'origine africaine, parce que nous, on est français depuis 400 ans, alors que eux, c'est des immigrés, c'est pas la même chose. On peut avoir aussi les débats entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Enfin, on peut être dans des logiques de fragmentation à l'infini. Je ne parle même pas des débats qui auraient lieu sur les populations d'origine maghrébine ou entre les Ashkénazes et les Séfarades, où là, on serait dans des luttes homériques, sans doute, qui n'en finiraient pas. Bon, donc je pense que ça ne serait pas forcément très susceptible de créer une ambiance très sereine dans notre pays, surtout à l'époque où on voit ces éléments de fragmentation pointés. Mais, donc moi je ne suis pas pour une discrimination positive sur la base de l'ethnicité. Par contre, il y a effectivement des logiques de rattrapage qui existent, des logiques qu'on pourrait qualifier finalement de discrimination positive sur des bases socio-géographiques. Mais ça existe déjà en France. Est-ce qu'il faut en faire plus? Sans doute, parce que les logiques de rattrapage sont en réalité assez faibles, même si souvent on annonce des milliards pour tel ou tel type de quartier ou tel dispositif pour les personnes qui y habitent. En fait, les flux financiers ne sont pas favorables à ces zones géographiques. Voilà. Et par ailleurs, pour terminer sur ce sujet de discrimination positive, on associe souvent la question de la discrimination positive à la question des quotas ethniques. D'abord, aux États-Unis, le terme de discrimination positive n'existe pas, c'est l'affirmative action. Donc c'est l'action positive qui date de l'ordre exécutif du président Johnson en 1965, qui concernait les Afro-Américains et les femmes. Mais ici, les actions positives, ça ne veut pas dire des quotas, qui d'ailleurs sont interdits aux États-Unis depuis le début des années 70. Les actions positives, ça peut prendre toute une série de visages, toute une série de modalités qui pourraient être mises en place en France, notamment de faire de la conditionnalité dans l'attribution des marchés publics. On va dire très bien, les entreprises qui veulent accéder au marché public doivent montrer qu'elles ont des vraies politiques de lutte contre les discriminations. Étant donné le poids des marchés publics en France, je pense que ce serait un levier extrêmement efficace. Et montrer qu'on lutte contre les discriminations, c'est aussi montrer qu'on va sur tous les territoires pour recruter, c'est aussi montrer que l'on forme les personnes qui sont dans les ressources humaines à la question des préjugés et aux questions judiciaires autour de l'interdiction pénale des logiques de discrimination, etc., etc. Donc il y a plein de choses à mettre en place qui ne passent pas en réalité par des logiques de quotas ethniques
qui pour moi sont des logiques qui me semblent premièrement assez peu opératoires dans les faits, sauf avoir vraiment, encore une fois, des débats pourris dans notre pays, et qui en plus ne me semblent pas, comment dire, me semblent aussi être des processus qui excluent en réalité toute une série de méthodes qui ont fait leur preuve, notamment aux États-Unis, et qui aujourd'hui sont trop peu exploitées. C'est clair. Pour moi, très clair. Et est-ce qu'il y a des questions sur précisément la discrimination positive avant d'aborder la question du cyberracisme et ça évidemment c'est une question très actuelle, très profonde. Moi c'est plus une intervention qu'une question. La notion de discrimination positive pour moi est déjà, elle sous-entend déjà que c'est une discrimination qui met quelqu'un par rapport à son appartenance ethnique ou religieuse. Et justement, est-ce que le fait de vouloir aider quelqu'un par rapport à d'où il vient, de ses origines, ou d'où il vient géographiquement, est-ce que ça peut aider justement nous, maintenant, dans notre génération, maintenant tout de suite, et les générations futures à... pour moi, c'est pas comme de l'assistanat, mais ça sous-entend aussi que ces communautés-là ne peuvent pas le faire tout seuls et qui sont obligés d'être aidés pour pouvoir réussir dans la vie. Et pour moi, c'est complètement faux parce qu'on a tous les mêmes chances et qu'au final, si on a tous le mérite de pouvoir faire quelque chose, on peut tous le faire. Donc, pourquoi justement instaurer cette notion-là de discrimination positive? On sait qu'on a tous les mêmes chances dans la société? Non, en vrai. Non, on a tous les mêmes chances, et c'est pas notre appartenance ethnique ou religieuse. Comment ça? Excusez-moi, là, quand même. Excusez-moi, si vous appelez Mohamed, vous allez travailler dans une usine d'armement, vous allez voir un peu comment vous êtes reçu. Non, on n'a pas les mêmes chances. Non, mais c'est pas vrai, on n'a pas les mêmes chances. Oui, j'en dis, oui, donc je pense qu'on prend ce qui dit comme ça. On n'a pas tous les mêmes chances dans une société. La société est une société qui d'ailleurs est au fondement des logiques de discrimination positive. La discrimination positive, ou l'affirmative action d'ailleurs plus généralement, c'est de dire il y a un biais en défaveur de certains groupes, et donc il faut compenser ce biais par des dispositifs particuliers. C'est ça la logique. Donc, c'est pas tellement une logique d'assistanat, enfin, je ne sais pas si on peut parler de logique d'assistanat au demeurant, surtout que ces dispositifs peuvent être le fruit de luttes, en l'occurrence. Mais on n'a pas les mêmes chances dans la société. Si on est homme ou femme, si on habite à Clichy-sous-Bois ou dans le 7e arrondissement, si on s'appelle Mamadou ou Patrick, non, on n'a pas les mêmes chances. Ça fait exploser justement, ça fait pas une... mais ça après, au final, pendant des générations, si par exemple, on reprend votre exemple de Mohamed pour la société d'armement, si Mohamed est pris dans cette société-là, c'est parce qu'il y aura une discrimination positive et pas parce qu'il est compétent à pouvoir... Ouais, alors attention, parce que je ne suis pas, encore une fois, moi je suis contre les logiques de discrimination positive sur une base de l'ethnicité. Ceci étant, il ne faut pas non plus caricaturer ce que c'est, à savoir que ici, les logiques de discrimination positive sont des logiques dans lesquelles on dit de toute façon, à statut égal, à niveau de compétence égale, il y en a un qui sera défavorisé par rapport à l'autre. Donc pour compenser ce biais en sa défaveur, on va filer un coup de pouce à certaines catégories de la population. Donc ici, évidemment, si on veut un ingénieur dans le nucléaire, on ne va pas embaucher une personne qui a fait du secrétariat de direction parce qu'elle est d'origine Y. Bon, pas non plus, caricaturesque ce serait. Ici, c'est plutôt comment faire en sorte, en réalité, ce qui serait plutôt, après comment contrôler tout ça, c'est autre chose, mais c'est comment faire en sorte qu'à compétence égale, il n'y ait pas un biais en la défaveur de certaines populations. C'est ça ici la logique profonde des processus de discrimination positive. Passons à la question d'Internet, du cyberracisme. On a réellement l'impression, à mon avis, c'est beaucoup plus qu'une impression,
qu'Internet a libéré toutes les paroles à partir du moment où on peut se cacher derrière un écran et en plus de manière anonyme, qu'il y a un flux continu, quelles que soient les législations finalement, un flux continu de propos particulièrement haineux et donc à la fois raciste, à la fois aussi antisémite, et j'aurais aimé aussi avoir ton point de vue sur les réelles influences de certains sites ou de certains personnages. On parle régulièrement et beaucoup de Soral par exemple. J'ai toujours du mal à appréhender un petit peu l'influence qu'il peut avoir sur Internet, parce que lui se base sur le nombre de vues, sur le nombre de visites de son site. Est-ce que cette influence à Internet est réelle et peut après contaminer, disons, l'ensemble de la société? Alors, sur l'influence d'Internet, oui, elle est réelle, et on le voit d'ailleurs dans les processus de basculement vers le djihadisme, puisque Marine Le Pen disait la fois dernière, c'est les mosquées qu'il faut contrôler, etc., mais ça passe pas du tout par les mosquées, ça passe à plus de 90%, la radicalisation passe par des contacts via Internet. Donc c'est une vraie source d'influence, d'autant plus que cette influence n'est pas contrebalancée par le monde réel, parce que qui va être le plus influencé par des éléments sur Internet? Ça va être aussi des personnes, dans ceux qui basculent vers des logiques de haine extrêmement radicales, ça va être des personnes qui sont en fragilité, on va dire, dans la vie physique, dans la vie réelle, et on le voit d'ailleurs dans les processus de basculement vers le djihadisme. On est quand même sur des personnes qui petit à petit se marginalisent dans la société et finissent par ne plus avoir comme seule source d'information qu'Internet et ce qui peut y être déversé. Donc oui, évidemment, ça a de l'influence. D'ailleurs, pourquoi penser qu'Internet aurait moins d'influence que des journaux ou des livres ou la télé, pour lesquels il y a bien des lois qui existent et pour lesquelles on a bien identifié que les paroles qui pouvaient y être assénées pouvaient être extrêmement graves, hein, c'est toutes les limites à la liberté d'expression qui ont été mises. Le problème aujourd'hui, c'est que ces limites à la liberté d'expression, Internet y échappe très largement, en raison, au point de départ, d'un cadre juridique finalement qui n'existait pas par rapport à Internet, et aussi par rapport à la résistance au regard des législations nationales de toute une série de sociétés qui sont basées aux États-Unis et qui ont une autre conception de la liberté d'expression. Il y a des actions qui ont été menées. SOS Racisme a déjà agi dessus, mais notamment c'est l'Union des étudiants juifs de France qui a fait un énorme travail depuis plusieurs années sur le sujet et qui aujourd'hui amène au fait, notamment pour ceux qui seraient auteurs de propos racistes ou antisémites, amène au fait que ces personnes peuvent voir leurs coordonnées transmises par ces sociétés à la justice française. Le problème étant, évidemment, que toute une série de personnes, d'abord ne sont pas forcément physiquement en France, peuvent agir de l'étranger, donc là évidemment la justice française a un poids assez limité pour le coup. Bon, mais il y a en tout cas des avancées en matière de répression sur Internet, qui sont encore des avancées beaucoup trop timides, surtout encore une fois qu'on est quand même plutôt dans des formes de non-collaboration, si on regarde historiquement, plutôt dans des formes de non-collaboration de la part des fournisseurs d'accès à Internet. Mais au-delà de ça, je pense que ça pose deux autres problèmes. Ça pose d'abord le problème de la responsabilité des autres sur Internet, et notamment, même pour les associations antiracistes, pour les partis politiques, pour les syndicats, ou pour les intellectuels, etc. Il est vrai que les logiques de haine, ou les personnes qui sont porteuses de logiques de haine, ont encore aujourd'hui un spectaculaire temps d'avance sur les organisations plus traditionnelles, ou républicaines, on pourrait dire, sur Internet, ce qui est un énorme problème. Mais bon, les organisations sont aussi parfois un peu des paquebots, même lorsqu'elles sont toutes petites, et pour changer de cap et se mettre à la page, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais ça pose aussi le problème de comment se fait-il que toute une série d'individus
en viennent aujourd'hui à avoir comme source d'information prioritaire des sites de haine. Et comment se fait-il que ces gens ne sont pas arrêtés ou n'ont pas de grille de lecture suffisante pour voir, pour comprendre que ce qu'ils voient, ce qu'ils écoutent, relève du délire. Quand on écoute, par exemple, des gens comme Farida Belgoul, qui avait organisé les journées de retrait de l'école, ces conférences sur Internet qui circulent, tout ça, etc. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui relève plus du traitement psychiatrique que du débat. Bon, je veux dire, à un moment donné, il y a des spécialistes pour ça, quoi, pour ce genre de profil. Mais comment se fait-il que des gens n'identifient pas qu'ils sont face à une personnalité totalement délirante, hein, celle qui expliquait que les enseignants allaient apprendre aux enfants à se masturber ou je sais pas quoi. Comme je vais faire remarquer à quelqu'un qui venait me dire ça, qu'on était finalement comptable de ça, écoutez, je suis prof, d'abord je pense qu'il se débrouille bien tout seul, on n'a pas besoin de le renseigner, et puis le programme est déjà assez lourd, donc on a d'autres choses à voir que ce genre de gaudriole. Bon, mais enfin, c'est délirant, on est dans du délire. Et le problème, c'est que ce délire n'est pas forcément arrêté par des rencontres réelles. Alors sur Internet, hein, ça c'est aussi la question de la présence des autres formes d'expression sur Internet, mais y compris dans le réel. Parce que quand, parfois on dit « Ah mais les jeunes, là, Soral, Dieudonné, tout ça, etc. » Mais finalement, quand un jeune écoute Dieudonné, délirait les juifs, comme disait, même les Lubavitch ne parlent pas autant des juifs que Dieudonné. Il y a quand même une petite forme d'obsession chez lui que j'ai cru déceler dans certaines de ses vidéos. Mais quand un jeune écoute ce qu'il dit, pourquoi ce serait faux ce qu'il raconte? Parce que pour savoir si quelque chose est faux, encore faut-il avoir de la grille de lecture. C'est pas si évident que ça pour un jeune de se dire ce qu'il raconte là, c'est n'importe quoi. Et c'est de la manipulation. Et donc là, ça renvoie aussi à la question de la force du tissu associatif, de la force des institutions, à pouvoir être à un moment donné des émetteurs et des éléments qui vont former à l'esprit critique. Et c'est aussi ça qui, malheureusement, dans le cyber-racisme, est défaillant et permet le succès, parfois, de certains de ces types de personnages qui pullulent aujourd'hui sur Internet. Et évidemment, Internet, dernier élément que j'avais oublié de dire tout à l'heure, Internet est aussi, évidemment, par les phénomènes d'anonymat qui ont été pendant très longtemps garantis quasiment à 100% sur Internet, est aussi un élément sur lequel les gens peuvent aller s'exprimer en toute haine, finalement de façon extrêmement tranquille, parce qu'il y a aussi une forme de lâcheté. Ça ne montre pas forcément d'ailleurs que la haine est en train de monter, ça montre surtout que les gens ont trouvé un espace pour venir déverser leur haine en disant que là, il n'y avait pas de risque à venir le faire. Et moi je vois bien, les messages qu'on reçoit de gens qui disent « Ah mais tu vas voir, toi, quand on sera au pouvoir, ce qui va t'arriver », je dis « Bon, écoutez, j'ai qu'à regarder ce qui s'est passé en 40, je sais à peu près ce qui arrive aux militants des droits de l'homme quand des gens comme vous arrivent au pouvoir, mais comme ça, des gens qui, comment dire, se préparent déjà à être dans la milice et qui l'annoncent déjà à l'avance, qui vont venir nous fusiller. Évidemment, c'est des gens qui, dans un débat public ou sur un plateau de télévision, ne tiendraient pas ces propos, mais qui là, lâchent tout en se disant, bon, finalement, qui est très lâche hein, d'ailleurs, en disant, là je peux le faire, parce que ça n'aura aucune conséquence, à part que le problème de ce déversement de haine, et je pense d'ailleurs que les journaux en ligne ont une grande responsabilité, enfin les sites des journaux d'information, qu'on prend Libération, Le Monde, Le Figaro, etc., enfin, le nombre de commentaires qui sont des commentaires de haine et racistes, et qui ne sont pas modérés en réalité, même si ça ne tombe pas forcément sous le coup de la loi, à force d'avoir cet ambiancement raciste dans la société, ça finit aussi par donner du courage aux gens, entre guillemets, à dire bah, maintenant on peut aussi le dire dans la vie réelle. Parce que finalement, on est en train de gagner la bataille d'Internet, on se rassure, on est nombreux, etc. Et là c'est bon, on peut aussi y aller dans le réel, et on voit aujourd'hui donc le progrès aussi de ces pensées haineuses, de la présentation de ces pensées haineuses. On parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour dans l'introduction, qui aujourd'hui bah, finalement vont venir exprimer très tranquillement à la télévision des idées qui auparavant auraient fait sauter au plafond n'importe quelle personne normalement constituée.
Est-ce qu'il y a des questions sur le point Internet? J'ai une question parce que on associe souvent on parle de cyberracisme et on dit que c'est la cause de la montée du racisme, notamment en France. Mais on parle très peu aussi sur Internet, il y a aussi des informations qui démentent les propos racistes. Et du coup, on parle plus de ce qui choque on parle du racisme et on ne parle pas assez de ce qui est fait sur Internet pour démentir. Est-ce que, pourquoi alors du coup on dit que Internet est une cause de l'augmentation du racisme alors que quand on tape sur Google, on peut autant trouver des informations qui sont très intelligentes, qui expliquent plein de choses. Et du coup, est-ce que Internet c'est vraiment ça ou est-ce que les gens racistes n'ont pas certaines prédispositions dans la vie réelle et que c'est pas Internet finalement qui les pousse à l'être? Alors, plusieurs éléments. D'abord, effectivement, il y a aussi des éléments, on va dire, antiracistes sur Internet. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les extrémismes ont trouvé dans Internet un moyen de contourner le fait que dans les médias traditionnels, évidemment, ils ne pouvaient pas, Dieudonné ne pouvait pas venir raconter tous les 4 matins toute une série de saloperies sur les juifs dans les médias traditionnels. Si on prend des gens comme Thierry Messant, expliquer tous les 4 matins à la télévision que le 11 septembre, en fait, l'avion, tout ça, je sais pas quoi, un truc qu'on comprend plus rien à la fin, à part qu'il y a sans doute un complot très grave qui s'est tramé derrière, et que lui, évidemment, de sa salle de bain, a démonté le complot à lui tout seul. Bon, des gens très forts. Évidemment, c'est des gens qui ont trouvé dans Internet un moyen, donc qui se sont de contourner ce qu'eux estimaient être une censure à leur pensée extrêmement brillante, chaleureuse et fraternelle, et donc se sont investis de façon extrêmement forte dans cet outil. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les autres types d'organisations ou les gens qui portaient d'autres discours, et moi je le vois pour SOS Racisme, l'investissement dans Internet n'est pas spectaculaire, parce que finalement il y avait d'autres canaux plus traditionnels de délivrance de l'information. Donc ils ont pris un temps d'avance sur Internet. Le deuxième élément, c'est que si Internet ça produit des effets réels, mais comme toute parole, il n'y a pas, comment dire, encore une fois, les limites à la liberté d'expression qui ont été posées sur la loi de la presse sont des limites à la liberté d'expression qui ont été posées parce qu'on estime que l'expression de certaines pensées, de certaines paroles, notamment de façon répétitive, sont des éléments qui vont soit faire basculer des gens dans une pensée de haine, ou dans une pensée raciste ou antisémite en ce qui concerne l'objet de cette conférence, soit qui vont favoriser des formes de passage à l'acte. Donc Internet a un vrai rôle, au demeurant, qu'on ne peut pas négliger dans l'ambiancement raciste que l'on voit aujourd'hui dans la société française. Il ne faut pas négliger ce canal de diffusion des logiques de haine. C'est aussi finalement une arme, un outil à la disposition de toute une série de groupes extrémistes et haineux. Du coup, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que ça vaut le coup encore de combattre sur Internet, de répliquer sur Internet? Il y avait un chiffre, c'est les 3/4 des sites évoquant le 11 septembre qui sont clairement complotistes. Est-ce que ça vaut encore le coup ou est-ce qu'on n'est pas submergé finalement depuis des années parce qu'on n'a pas immédiatement réagi et que la bataille est un peu perdue sur ce terrain-là? Mais ça renvoie aussi à une autre question, c'est aussi la question de en qui les gens ont-ils confiance lorsqu'ils vont chercher de l'information sur Internet, et qui là est aussi une question de formation à l'esprit critique qui précède Internet, et là il y a un rôle de l'école extrêmement important, parce que les 3/4 des sites disent que le 11 septembre c'est un complot. Bon, la question c'est qu'il y a des gens qui le prennent au sérieux, c'est ça qui est grave, qu'on est 3/4 ou 9/10 ou 1/4, à la rigueur on s'en fiche, c'est pas, ça peut être un problème, parce que souvent d'ailleurs ça dérive sur des logiques très vite antisémites, quand même au demeurant. Sur le 11 septembre, il y a toujours le Mossad qui n'est pas loin, mais au-delà de ça, que des gens délirent sur des complots, et expliquent que à Roswell, il y a eu l'atterrissage d'une soucoupe volante, etc. Bon, je veux dire, la question est de savoir comment les gens sont capables de trier de l'information dans un monde où, en réalité, on est submergé tout le temps d'informations, et où donc la capacité des individus, qui est essentielle
c'est pas d'accéder à l'information. On peut accéder à n'importe quel type d'information, quasiment quand on veut, en temps réel. La question est de savoir comment on trie l'information et comment l'information est une information qui nous paraît digne de foi et pertinente. Qui là est un énorme sujet qui renvoie à la question aussi de la vision de tout ce qui est institutionnel, notamment dans des logiques un peu poujadistes que l'on voit aujourd'hui en France, où tout ce qui est officiel, finalement, se voit très rapidement décrédibilisé et comme une source de violence, avec toute une série de, j'allais dire, de pensées totalement fumeuses, selon laquelle, dès qu'on passe à la télé, bon, de toute façon, on est aux mains des juifs, bon, ça c'est sûr, à peu près, on gagne plein d'argent, etc. Mais encore une fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais toi, avec tes 10 000 € par mois et ta maison, ta résidence secondaire, j'ai la bonne nouvelle, je n'étais pas au courant, c'est bien. » Parce que les gens, dès qu'ils ont l'impression qu'une personne aurait une forme d'accès privilégié à la ressource médiatique, peuvent très vite être dans du complotisme, du poujadisme, etc. Bon, alors comment régler ce problème, ça c'est encore un autre sujet, même s'il est intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je me suis perdu dans la réponse. Mais, non, on te suit. Le dernier point, c'est sur l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, la peur de l'arrivée de la fille Le Pen. Concernant en fait le rôle des médias dans la montée de l'islamophobie en France, notamment en utilisant les termes d'État islamique, de djihad, alors que si vous allez un peu dans le Moyen-Orient, vous allez demander aux populations locales, ils ne vont pas les appeler par ces termes-là, ils ne vont pas considérer les terroristes de Daesh comme des musulmans. Donc pourquoi vous, en tant que président de la racisme, vous utilisez justement ces termes? Quel terme? État islamique. Parce que c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça, pour dire Daesh, ça veut dire État islamique. Dire Daesh, ça veut dire État islamique. Justement, en fait, lorsque un média va parler d'État islamique en France, directement les gens un peu simplets vont faire cet amalgame entre les terroristes et les musulmans français. Oui, peut-être. Ceci étant, nous, de façon assez régulière, quand on se souvient, pour dire de toute une série de communications, quand on parle de l'État islamique dans des écrits, on dit l'État islamique groupe à la terminologie usurpée. Parce que pour le coup, c'est eux-mêmes qui s'accolent ce qualificatif d'État islamique, qui effectivement est une forme d'usurpation par ces individus. Bon, après, il faut bien dire des choses et utiliser des mots pour parler. Après, oui. Vous avez énoncé l'implication des deux présidents, c'est-à-dire l'ancien Sarkozy et M. Hollande qui ne disent rien. Donc vraiment, qu'attendez-vous d'un président sur ce sujet et quelle implication il doit faire, il doit émettre pour vraiment convaincre les personnes et donner son point de vue. Enfin, comment vous voulez qu'il s'implique dans ce sujet? D'accord. Alors, effectivement, on dire déjà, l'implication, on pourrait dire plein de choses en termes de politique à mener, d'ailleurs, au-delà de la question un peu vague de l'implication, mais ce serait très long là pour le coup. Mais c'est déjà d'avoir une parole sur ces sujets, qu'il soit une parole de rassemblement, et non pas une absence de parole. Vous savez, l'absence de parole, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Quand on arrive dans une situation où les questions de racisme, assez spécifiquement anti-noir et anti-arabe, ne sont plus évoquées au plus haut niveau de l'État, alors même que quand même, il y a des petits sujets autour de cette question depuis quelques années. Quand on voit que Christiane Taubira, ministre de la République, peut se faire comparer à une guenon, etc., qu'on la traite de guenon d'ailleurs, qu'on lui promet des bananes, etc., et qu'il faut attendre que ce soit elle qui réagisse pour que, au plus haut niveau de l'État, les gens se rendent compte qu'effectivement elle a été victime d'une insulte raciste, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Donc il y a une forme de violence qui est aussi une forme de violence, parce que le silence est une violence, parce que quelque part on dit vous n'existez pas, et ce que vous subissez, en fait, ça n'existe pas à nos yeux. Et c'est aussi des choses qui nourrissent les dynamiques de repli. Le deuxième élément, c'est aussi
de poser des discours qui ne soient pas des discours d'évitement. Et notamment, lorsque on est, vous savez, on est en 2014 en France, tout à l'heure je parlais de la guerre d'Afghanistan. Enfin, je sais pas, il serait peut-être temps qu'il y ait une parole politique qui soit posée sur le sujet. Enfin, je veux dire, 50 ans sans parole politique sur ces sujets, c'est quand même un peu lourd. Il n'y a pas de parole politique aujourd'hui. Donc, comment peut-on aujourd'hui être dans des logiques qui permettraient de vider des passions si ça n'est pas travaillé dans le champ politique? Bon, voilà. Après, il y a toute une série de politiques publiques à mettre en œuvre autour des associations, autour des marchés publics, autour de l'éducation, des programmes scolaires, etc. De la politique de la ville, etc. Bon, je ne vais pas faire la litanie de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire de façon, j'allais dire, assez sereine, mais attristée, que l'État a déserté ces sujets. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si vous avez déserté ces sujets par rapport à Hollande, Sarkozy, vous en avez un peu. Non, mais attendez, comment dire? Effectivement, Sarkozy s'intéressait beaucoup aux populations d'origine immigrée, aux Roms, aux gens de foyer, etc. Peut-être pas tout à fait la façon dont il fallait le faire, parce que si c'est s'y intéresser pour taper sur les gens, c'est peut-être pas tout à fait la façon dont on peut construire la fraternité. C'est ce que je voulais dire. Il faut en parler, mais il y a aussi une façon d'en parler. La question est de savoir quel est l'objectif qui est poursuivi. Est-ce que l'objectif, c'est de renforcer la cohésion d'une société, ou est-ce que l'objectif, c'est de jouer des uns contre les autres sur des dynamiques électorales de court terme? C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que le fait justement que ces questions de discrimination soient au cœur des débats, est-ce que ça arrêterait pas justement une espèce de médias, des communautés qui sont appelées à être discriminées et qui maintenant, ce sont des collègues qui se renferment en disant sur elles-mêmes plutôt que les horaires, c'est qu'on veut bien s'accueillir. D'abord, les questions de discrimination ne sont pas du tout au cœur des sujets dans le débat public aujourd'hui. On en parle quand même beaucoup pour l'instant. Par rapport à il y a quelques années, je peux vous dire qu'on en parle aujourd'hui quasiment plus, et que le bruit médiatique sur ces questions est quasiment réduit à néant par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Ça engendre un petit peu non. Certaines communautés qui se renferment plus que l'inverse. Je veux dire, à l'origine, elles étaient victimes de discrimination, mais maintenant, elles qui se renferment. Je pense souvent être victimes de discrimination. Non, comment dire, la question, si vous voulez dire qu'il ne fallait pas dire aux gens qu'ils étaient victimes de discrimination pour qu'on continue à bien vivre ensemble, je ne suis pas sûr que ce soit une dynamique tout à fait acceptable, d'autant plus que les gens, vous savez, sont quand même au courant qu'ils sont victimes de discrimination. Ce ne sont pas des choses qu'ils ignorent dans leur vie quotidienne. Mais par rapport à la question que vous posez, par contre, ce qu'il faut éviter lorsque l'on parle de discrimination, ce sont les processus victimaires, qui peuvent être des processus extrêmement jouissifs, de s'enfermer dans un statut de victime, qui là, effectivement, est une difficulté lorsqu'on parle de ces sujets. Il faut absolument éviter et combattre. Ouais, alors... Oui. Moi j'avais une question un peu plus personnelle. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était qu'être président de SOS Racisme aujourd'hui en fait. Quelle personnalité politique par exemple, est-ce que vous conseillez, qui nous écoute, un peu votre quotidien? Le quotidien du président de SOS Racisme, à part les conférences à l'ESG, enfin, je sais pas, comment dire, les personnalités politiques, je les connais à peu près toutes. Quand on est président de SOS Racisme, oui, l'accès est assez facile auprès des personnalités politiques. Donc tu conseilles Marine Le Pen aussi, je ne cherche pas forcément l'accès à toutes les personnalités politiques, mais je peux vous conseiller effectivement de changer d'idéologie et de devenir une personne adepte de la fraternité, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres priorités à poursuivre. Mais le fait est que, en fait, on est aujourd'hui dans une très faible écoute par les responsables politiques de la société civile. Notamment, je vais refaire un livre en début d'année chez Grasset autour de ça, sur le fait que quand même on est face
aujourd'hui face à un pouvoir de gauche qui est dans une forme de distance par rapport à la société civile qui est assez spectaculaire, qui est quelque chose que je n'avais jamais vu dans les années précédentes. Bon, donc les conseils, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en donner, donc on essaye d'en donner aujourd'hui de façon proactive. En général, les gens qui sont très polis disent oui, oui, bien sûr, ce que vous dites est très intéressant, mais comme on dit, c'est aussi utile, me semble-t-il, en ce moment, que de pisser dans un vélo. Bon, ceci étant, c'est la vie. Hein, il y a une forme d'autisme assez spectaculaire et très grave. Alors, un dernier point, une dernière chose sur simplement la perspective d'avenir de ces prochaines années, disons jusqu'aux élections ou juste après les élections. Comment tu vois les choses avec la présence du Front National, peut-être dépassée par des éléments encore plus extrémistes. On parle d'une crise économique qui est durable et qui n'est pas sans rappeler alors dans les très lointaines années, le scandale de Panama, qui avait aussi fait monter les extrêmes, avec Drummond, etc. Mais tout ça, j'en parle dans mon cours. Donc, du coup, voilà, quelles sont ta vision d'avenir? Alors, le fait est qu'il y a aujourd'hui toute une série d'éléments qui sont extrêmement favorables au vote Front National. La crise économique, dont on sait effectivement qu'elle est en général favorable à des logiques de bouc émissaire, qui, sur la question de la crise économique, vont être les immigrés. On revient quand même aussi là des phénomènes d'hystérie par rapport à la question de l'immigration dans le débat public. C'est aussi, à mon avis, le fait que la crise économique révèle à l'Europe, et notamment à la France, qu'elle n'est plus en situation de domination du monde. Parce qu'il faut quand même bien voir aussi ce que ça veut dire la crise aujourd'hui. Ça veut dire par exemple qu'on a été quand même plutôt demandé à la Chine, quand il y a eu c'était vraiment tendu sur le plan des marchés financiers, de venir acheter de la dette française. C'est quand même un renversement quelque part assez spectaculaire. Il y a encore 10 ou 20 ans, c'est l'Europe et les États-Unis qui regardaient de façon quand même assez condescendante toute une série de pays qui en étaient quasiment à venir quémander la remise de leurs dettes. Et donc je pense que la crise, au-delà des effets classiques d'une crise économique qui va entraîner des logiques de fermeture, des logiques de rejet, etc., est aussi quelque chose qui nous fait basculer dans cette prise de conscience que l'Europe domine plus le monde et que ce ne sera plus le cas pendant plusieurs siècles. Parce qu'évidemment, l'émergence du Brésil, de la Chine, de l'Inde, etc., ici on est sur des processus extrêmement lourds, et de l'Afrique dans les années qui viennent, on est sur des processus extrêmement lourds qui font que l'Europe va retrouver le poids qu'elle avait finalement avant les débuts du capitalisme, qui est un poids, on va dire, normalisé et fonction de la taille, de sa taille démographique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Qui n'est pas neutre parce que finalement, la mondialisation est vécue de ce fait comme une force de déclassement, comme une forme de déclassement, comme une forme de descente. Et donc, puisque c'est la mondialisation qui est une forme de, qui est un moteur du déclassement, eh bien, il faut se réfugier derrière une ligne Maginot, dont on sait historiquement que ça ne marche pas bien, mais bon, peu importe. Il faut se réfugier derrière une ligne Maginot, revenir sur des éléments de nationalisme extrêmement forts, et qui par ailleurs incarne le mieux la mondialisation près de chez soi, c'est l'immigré. Physiquement, comment s'incarne la mondialisation concrètement? Si on veut mettre un coup de poing à la mondialisation, bon ben c'est Mohamed ou Mamadou. Parce que c'est eux qui sont le symbole physique, le symbole incarné de ce processus de mondialisation. Alors, par ailleurs, je pense qu'on est aussi sur une logique qui n'est pas sans rapport avec cette question du déclassement, c'est aussi le fait que l'extrême droite, paradoxalement, elle monte dans notre pays parce que aussi l'égalité a avancé. Et je m'explique, c'est que être antiraciste il y a 30 ans, c'était quoi finalement pour toute une série de personnes bien nées? C'était de dire, bon, écoute, Robert, t'es bien gentil,
mais tu vas arrêter d'insulter Mohamed, vous êtes tous les deux des OS, chez Renault, quand même fraternisés. Quand on est un bourgeois, dire ça, ça n'a aucune conséquence, l'antiracisme, finalement, c'est même plutôt bien, on peut faire un peu d'âme patronesse. Mais aujourd'hui, les enfants de Mohamed, ils disent à cette même personne, en fait, je veux ta place. Donc maintenant, il va falloir partager. Les gens disent, partager, tu veux dire vraiment partager? Oui, partager. Mais tout de suite, bah ouais, quand même, je suis là, quoi. Donc, ouais, on va partager. Et puis peut-être que écoute, t'es en haut d'échelle sociale, moi aussi, je veux une place en haut d'échelle sociale. Ouais, d'accord, peut-être que je vais tomber. Bah ouais, peut-être, mais bon, chacun aujourd'hui a le droit. Voilà, moi j'ai des diplômes, je suis français, je vais être élu, je vais être cadre supérieur, je vais même diriger l'entreprise, donc je vais être concurrent avec toi. Et là, évidemment, ça pose une autre question. C'est que autant on peut être, sincèrement, hein, au passage, antiraciste, quand ça ne nous concerne pas intimement et sur le plan de nos intérêts, autant lorsque ça percute la sphère de l'intérêt et la sphère de l'intimité, là c'est autre chose. Parce que là c'est un autre vécu. Et je raconte souvent, comment dire, que le pitch du film Devine qui vient dîner, je ne sais pas si vous connaissez le film Devine qui vient dîner, c'est un film américain, une comédie américaine de 67. Alors c'est Catherine Hepburn et Spencer Tracy, donc c'est un très bon film hein, par ailleurs, qui sont un couple de vieux libéraux américains, donc Martin Luther King, tout ça, les noirs, les blancs, c'est pareil. Et leur fille appelle la mère et dit « Je rentre de vacances », elle est partie 15 jours à Honolulu, « Je rentre de vacances et devinez quoi, je vous présente mon futur mari ce soir ». Donc la mère, mais comment ça, t'es parti 15 jours, mais c'est qui, mais c'est quoi, mais comment 15 jours ma fille, tu es folle? Bon, mais c'est un médecin, il est directeur adjoint de l'OMS, ah oui, bon, c'est bien, mais quand même, c'est rapide, mais vous allez voir, je l'amène ce soir, vous allez l'aimer. Et quand elle arrive avec son futur mari, c'est Sidney Poitier, donc un noir, et là la mère dit, mais tu nous as pas dit qu'il était noir. Vous avez quoi, il y a un problème? Vous avez toujours dit les noirs. Non, non, il n'y a pas de problème, mais quand même, je comprends tout ça, mais quoi, il y a un problème? Non, non, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Bon, c'est une comédie américaine, donc ça se termine très bien, comme toute comédie américaine qui se respecte. Bon, voilà, mais ça montre quoi? C'est que ces gens qui disent qu'ils sont pour l'égalité entre les blancs et les noirs, ils ne mentent pas lorsqu'ils le disent, ils sont sincèrement pour l'égalité entre les blancs et les noirs. Mais lorsque le noir va rentrer dans leur cercle familial et va se marier à leur fille, évidemment, ça pose sur le plan émotionnel même des questions qu'ils ne s'étaient, comment dire, auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés. C'est comme les gens disent, ah bah non, j'ai rien contre les homos tant que c'est pas mon fils. D'accord, mais quand même, bah oui. Et donc je pense qu'on est aussi dans cette phase où finalement on est dans une forme de montée en puissance lente mais certaine des populations d'origine immigrée dans ce pays, et que ça entraîne deux choses. Ça entraîne dans l'élite des éléments de blocage, parce qu'il y a bien la perception, dit bon, Dieu doit faire la place aux femmes avec la parité, si en plus il faut faire la place aux Noirs et aux Arabes, qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Il y a un peu de ça quand même que l'on perçoit très fortement, et donc il est urgent d'attendre, et on dit mais c'est pas qu'on est contre l'égalité, vous nous connaissez, nous sommes des grands antiracistes, mais quand même, parlons sérieusement, les Arabes, ils n'ont pas un problème avec la laïcité, ils n'ont pas un problème avec les égalités entre les hommes et les femmes, on n'est pas contre eux, hein, mais est-ce qu'ils peuvent d'abord faire la démonstration pendant 1 ou 2 siècles environ, que vraiment ils sont clairs sur ces sujets, et après non, on n'a pas de problème, mais juste trouver un petit sas de décompression. Ah, c'est les gens, c'est ok pour l'égalité, mais quand je serai mort, quoi. Que je vois pas ça, parce que quand même, je sais pas où je vais terminer dans la société. Bon, et dans la société plus généralement, je pense que là aussi, tout à l'heure je parlais du statut du dhimmi, et donc je reviens sur des éléments historiques. Mais on pourrait aussi faire la même remarque par rapport à toute une partie de la population française. C'est quoi le noir et l'arabe qui montent dans la société? C'est l'ancien colonisé qui monte dans la société. Et pour ceux qui ne pensent pas en termes d'égalité, c'est quoi le colonisé? Le colonisé, c'est celui qui était soumis. Et aujourd'hui, si on ne pense pas en termes d'égalité, le fait que l'ancien colonisé soit en train de monter dans la société, ça n'est pas vu comme l'instauration d'un lien d'égalité, c'est vu comme le renversement de l'ancien lien colonial. Et d'ailleurs, on voit bien toutes les phrases que l'on voit souvent sur Internet, etc. On n'est plus chez nous, ils font la loi, etc., etc. Ça veut dire quoi? C'est la peur, finalement, d'être colonisé dans son propre pays. Et ça, c'est aussi le fruit, finalement, de la confrontation entre une logique d'égalité et l'incapacité
chez certains, à penser en termes d'égalité, parce que aussi, il n'y a pas eu le fait de vider toute une série de conceptions historiques qui continuent à être extrêmement agissantes. Vous savez, la République française, notamment la troisième, a été une république coloniale, et avec une idéologie coloniale qui a été enseignée. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des colonisations? Il n'y a pas eu un discours contraire, il y a eu une absence de discours. C'est quelque chose d'assez stupéfiant d'ailleurs, d'assez stupéfiant. Il y a eu une absence de discours. Et donc, le substrat culturel qui est formé par ces décennies de formation finalement à la pensée coloniale, qui est une pensée d'ailleurs fondée non pas sur de la rationalité, parce que ce n'était pas possible de fonder le colonialisme sur la rationalité, parce qu'évidemment ça venait se confronter aux droits de l'homme. Sur quoi a été fondé intimement le colonialisme et l'acceptation du colonialisme par les individus? Ça a été fondé sur le fait de rendre l'autre ridicule. Hein, c'est un peu les villages noirs, les villages nègres. Hein, c'est un noir avec des plumes dans le cul qui est en train de danser. Ah, l'égalité, bon, quand même, ça va quoi, faut pas exagérer. Il n'y a pas de débat tellement ridicule, quand même. Hein, c'est ce que dit un ministre de l'Intérieur, Jules Mock, en 1947, lorsqu'est posée la question de l'égalité entre les colonisés et les métropolitains. Il dit, vous ne voudriez quand même pas qu'un jour le président de la République soit élu par la reine Makoko. Et là, à l'Assemblée nationale, tout le monde rigole, parce qu'ici on n'est pas sur de l'argumentaire, on est sur une complicité du fait que l'autre est ridicule et que l'autre est inférieur. Et c'est aussi toute cette pensée qui n'a pas été déconstruite et qui fait que d'ailleurs toute une série de préjugés continue à être agissants. Ce qui est problématique, c'est pas d'avoir des préjugés, parce que tout le monde a des préjugés. C'est un mécanisme psychologique, j'allais dire, auquel on ne peut pas échapper. Le problème, c'est pas d'avoir des préjugés ou des stéréotypes. Le problème, c'est de ne pas réfléchir à ce qui pose problème et donc de continuer à faire en sorte qu'ils soient agissants. Parce que le stock de préjugés qu'on a, il est à peu près le même. Les préjugés sur les juifs dans la société française, il est le même à peu près chez tout le monde, y compris chez les juifs, au demeurant. Les préjugés sur les noirs, il est à peu près le même chez tout le monde. Le préjugé sur les arabes, il est à peu près le même chez tout le monde. Et d'ailleurs, ça se révèle, parce que les gens disent « Ah non, alors moi, j'ai aucun préjugé. Hein. » D'abord, tu viens de Mars. Parce que je sais pas, tu vis dans une société, il y a des choses qui se disent, il y a des... mais toi, t'as aucun préjugé. Les gens, quand même, ils sont extraordinaires. Ah non, d'ailleurs, ma femme est antillaise, mais j'ai pas de préjugés, enfin, ce genre de conneries qu'on entend souvent. Si, tout le monde a des préjugés. Et d'ailleurs, ça se révèle en général dans les phénomènes d'agression. Si, en sortant d'ici, moi, je me fais agresser par un arabe, il est sûr et certain que immédiatement, ce qui va remonter, c'est « ça ne m'étonne pas, c'est un arabe ». Et de toute façon, ces gens, ils nous font chier. Parce que tout le monde a le même stock de préjugés dans une société. La question, c'est d'avoir la capacité à se dire « Ah non, là, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. » Mais encore faut-il travailler sur ces préjugés. Et si en sortant, vous faites agresser par un noir, qui ne sera pas moi, si vous faites agresser par un noir, qu'est-ce que vous allez vous dire en votre fort intérieur? Vraiment, salut moi. Vous le direz, vous n'allez pas forcément l'exprimer, mais vous le direz. En soi, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas repérer, comment dire, les préjugés et de ne pas travailler dessus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dynamiques politiques dans notre pays n'aident pas à travailler sereinement sur ces logiques de préjugés. On va remercier. Il y en a quelques-uns qui ont eu cours depuis 8 heures ce matin. Bon, ça veut pas dire qu'ils ont travaillé toute la journée, mais quand même, les autres ont fait acte de présence. Merci beaucoup. Il reste quelques minutes dans le coin. Je vais les raccompagner pour qu'ils se fassent agresser, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de Chinois. On va pas parler de Chinois. Merci beaucoup.